monde. Je me présente Papa Alioune Badara Sougou. Je suis apprenti philosophe. Je sers en philosophie au groupe Les Élites. Voilà, aujourd'hui nous sommes là à la synthèse d'un frère, d'un collègue du nom de Mouché Touré. Voilà, c'est à cette occasion que nous allons profiter de répondre à toutes les aspirations qui seront demandées. Sur la méthodologie de la dissertation, je pense que, comme nous le savons, la dissertation, d'une manière classique, elle est répartie généralement en 3 parties, que sont l'introduction, le développement et la conclusion. Maintenant, chacune de ces parties a des sous-parties, comme j'aime l'appeler. Maintenant, pour commencer par l'introduction, comme nous le savons, d'une manière classique aussi, l'introduction comprend 3 parties, à savoir l'amorce du sujet, la reformulation ou la problématique et le plan. Maintenant, pour peut-être parler de l'amorce du sujet, comme nous le savons, il y a diverses manières pour amorcer un sujet. On peut amorcer un sujet en partant des origines, on peut amorcer un sujet en partant d'un dicton, comme on peut amorcer un sujet en partant d'une contextualisation, c'est-à-dire d'un essai de définition que l'on va essayer de faire des termes centraux ou bien encore des termes qui constituent le thème du sujet ou bien du terme qui va constituer le thème du sujet. Maintenant, je pense qu'aussi au niveau de cette introduction, après avoir fini l'amorce, on va essayer d'aborder cette deuxième partie. Mais cette deuxième partie que je vais préférer, comme l'ont ciblé différents professeurs, cette deuxième partie peut comporter différentes rubriques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sous-parties au niveau de cette deuxième partie. Pourquoi? Parce qu'il y a certains professeurs qui vont recommander aux élèves, après avoir amorcé le sujet, de poser le sujet. Après avoir posé le sujet, de reformuler en tant que tel. Après avoir reformulé, de problématiser en tant que tel. Maintenant, il faut peut-être un peu se stopper pour dire, après avoir amorcé le sujet, l'élève doit poser le sujet, je l'ai dit. Mais pour poser le sujet, il faut qu'il y ait une relation exacte et définie entre l'amorce du sujet et la position du sujet, ou bien l'établissement du sujet. Amorcer le sujet, on a amorcé, l'élève essaie de glisser en essayant de rapporter, en essayant d'établir un lien avec le sujet et son amorce. C'est en ce sens que l'élève pourra dire c'est peut-être dans ce sens, c'est peut-être dans cette logique, c'est probablement le sens. Attention, une petite astuce, les élèves, souvent, il y a certains qu'on voit écrire, c'est incontestablement dans ce sens. En philosophie, il y a toujours contestation. La philosophie ne rime pas avec la certitude. Donc les élèves, pour peut-être poser le sujet, il faut qu'ils soient dans une posture, dans une position d'incertitude. C'est peut-être dans ce sens, c'est probablement dans ce sens. Maintenant, pourquoi je reviens sur ça? J'ai dit encore une fois, il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait un rapport entre cette amorce et la position du sujet, pour qu'il y ait une cohérence. Parce que la dissertation, comme nous le savons, c'est un exercice qui prépare l'élève à la réflexion, mais aussi à l'exposition des idées d'une manière cohérente. Après avoir posé le sujet revient à réécrire le sujet comme il a été écrit. Mais entre guillemets, après avoir posé le sujet, l'élève est appelé à le reformuler. Que veut dire reformuler? Reformuler, c'est dire dans une autre formule, mais tout en gardant le sens initial du sujet. Si l'élève maintenant reformule en gardant le sens initial du sujet, dans cette reformulation, il essayera d'utiliser ce qu'on appelle la signification de certains concepts clés ou bien de certains concepts centraux du sujet. Raison pour laquelle on conseille souvent aux élèves de procéder à un travail préalable au brouillon qui sera le travail de l'élucidation conceptuelle qui va lui permettre d'élucider les concepts. Et cette élucidation conceptuelle va permettre aux élèves de mieux entamer la reformulation en tant que telle. Après avoir reformulé maintenant, l'élève va trouver le droit de problématiser, qui est cette troisième sous-partie de cette deuxième partie de l'introduction. La problématique, on a plusieurs manières d'établir une problématique, mais parmi ces manières, j'aime évoquer la manière dont je pense être un peu adéquate à l'endroit des élèves. C'est cette méthode-là qui va consister à essayer de se baser sur le sujet, essayer de se rapporter aux questions qui ont été tracées par le sujet ou bien aux questions qui ont été soulevées par le sujet, mais d'une manière implicite. L'élève doit sortir ces questions. Mais comment? Il a un sujet, par exemple, de type interrogatif ou bien de type affirmatif, qu'importe le type de sujet. Pour être à l'aise, pour moi, pour l'élève, il lui faut essayer de dégager la thèse qu'il va ressortir du sujet et de l'associer avec son alternative que l'on appelle communément l'antithèse ou bien la thèse adverse. Cette association qu'il va faire de ces deux thèses va être ce qu'on appelle une question, mais une question qui sera relative à la problématique en tant que telle. Je dis bien problématique en tant que telle. Disent certains,
Si la problématique est bien dégagée, elle laisse apparaître la thèse et l'antithèse. Donc je pense que je suis conforme avec cela. Mais toujours dans cette posture de problématisation, certains diront que cette problématique doit faire office du plan. C'est toujours ce que j'ai dit, si la problématique est bien dégagée, elle laisse apparaître la thèse et l'antithèse. C'est de la même sorte que la conception de ceux qui disent que si la problématique peut être office du plan. C'est-à-dire, après la reformulation, pour certains, l'élève peut directement aller entamer le plan. Ce plan qui sera ce qu'on appelle des interrogations, mais des interrogations qu'on a tirées du sujet, qu'on a tirées de la problématique dont a établi le sujet. Mais ce plan-là, encore une fois, pour moi, il n'est pas différent de la problématique. Pourquoi? Parce que j'ai dit et je répète encore une fois, la problématique, les questions, c'est-à-dire la thèse et l'antithèse, entre guillemets, sont sommées, sont associées. À la différence du plan, les questions sont éclatées, sont dissociées en d'autres termes. Donc je pense que je suis un peu conforme à cette logique dans la mesure où l'élève peut problématiser, essayer d'avoir une question qui regroupe en même temps la thèse et l'antithèse et essayer d'éclater ces questions au niveau du plan, pour avoir ce qu'on appelle l'introduction à sa complétude, pour parler de cette troisième partie de l'introduction qui est le plan après la problématique, qui est la dernière partie de cette deuxième partie de l'introduction de la dissertation. Pour avoir un petit exemple par rapport, exemple de sujet, l'esprit scientifique et l'étonnement philosophique sont-ils compatibles? J'ai dit il faut que l'élève essaie de sortir la thèse et la thèse adverse ou bien l'alternative ou l'antithèse comme on l'appelle communément pour avoir ce qu'on appelle la problématique. Cette thèse, pour certains, on peut essayer de supprimer l'interrogation pour trouver la thèse. C'est-à-dire d'enlever la marque interrogative. La marque interrogative, c'est peut-être l'inversion que l'on a fait du sujet par rapport au verbe et le point d'interrogation. L'esprit scientifique et l'étonnement philosophique sont-ils compatibles? L'esprit scientifique et l'étonnement philosophique sont compatibles. On a transformé l'interrogation en affirmation, ça peut aller. Qu'est-ce qu'on aura comme alternative? L'esprit scientifique et l'étonnement philosophique ne peuvent-ils pas se diverger? N'a-t-il pas de divergence entre l'esprit scientifique et l'étonnement philosophique? Philosophie et science ne s'opposent-elles pas? Donc on a des alternatives de telle sorte. Maintenant, qu'est-ce que l'élève aura comme problématique? J'ai dégagé la thèse qui apparaît, j'ai dégagé l'alternative. Qu'est-ce qu'il va faire? L'esprit scientifique et l'étonnement philosophique sont compatibles ou contrairement ne peuvent-ils pas être divergents? Il termine sa problématique par un point d'interrogation, même si parfois des problématiques affirmatives sont acceptées, mais je souhaite moi que les élèves fassent des problématiques interrogatives. Parce que je pense que c'est à peine un consensus qui se trouve à l'endroit de presque tous les professeurs de philosophie. Maintenant, après avoir problématisé, on va entamer le plan que j'ai soulevé tout à l'heure, mais le plan au sens large du terme. C'est là où l'élève va établir son projet de développement. Et le plan, à la seule différence de la problématique, là-bas, les questions sont séparées. La première question, c'est la question qui sera office de thèse. La deuxième question, c'est la question qui fera office d'antithèse. Maintenant, il y aura le développement. Le développement, c'est la première partie qui sera développée. La deuxième partie sera développée dans une deuxième partie qui va représenter la réponse à la deuxième question. On a dit dissertation. C'est un processus argumentatif. L'élève doit argumenter. Doit argumenter comment? En essayant de suivre une logique bien déterminée. Cette logique maintenant de thèse, il essaie peut-être de défendre ce qu'il a eu à apporter comme réponse à la question dont il avait posé. L'antithèse, parfois, là où parfois il y a plusieurs aussi diversités, pour certains l'antithèse c'est le dépassement de la thèse. Pour d'autres, l'antithèse peut être le dépassement de la thèse et la négation systématique de la thèse. Mais pour moi, c'est pour tous les deux. L'antithèse peut être le dépassement de la thèse, mais elle ne l'est pas toujours. L'antithèse peut aussi être ce qu'on appelle la négation systématique de la thèse. Raison pour laquelle, à travers les sujets au bac, on a des sujets affirmatifs, on a des sujets interrogatifs, on a des sujets interronégatifs. Mais à travers tous ces sujets, il y a des sujets à travers lesquels l'antithèse peut être la négation systématique de la thèse. Par exemple, quand on nous pose la question selon laquelle, qui est un sujet interrogatif, mais d'une interrogation partielle, c'est-à-dire à travers laquelle on ne peut répondre ni par oui ni par non. En quel sens peut-on dire que la philosophie est dangereuse? Point d'interrogation. Ou bien en quel sens peut-on dire que la philosophie est inutile? Pour essayer de montrer que l'antithèse peut être une négation systématique de la thèse. Par là, si on défend peut-être dans la thèse l'inutilité de la philosophie, forcément dans l'antithèse, l'utilité de la philosophie, c'est ce qu'on va promouvoir. Et nous savons tous que utilité et inutilité ne vont pas de pair. C'est une contradiction qui se pose, c'est une contradiction d'une manière parfaite qui va se poser entre utilité et inutilité.
De cette même sorte, pour certains aussi, dans les sujets de type interrogatif, mais d'une interrogation totale, l'antithèse peut être la négation systématique de la thèse. C'est l'exemple du sujet que j'ai abordé. L'esprit scientifique et l'étonnement philosophique sont-ils compatibles? Pour certains, dans ce sujet, forcément, on va essayer de promouvoir dans l'antithèse l'incompatibilité de l'esprit scientifique et de l'étonnement philosophique. Incompatibilité et compatibilité ne vont pas de pair. Donc ici, il y a aussi ce qu'on appelle une négation systématique de la thèse. C'est dans la conclusion maintenant que l'élève doit essayer de faire un bilan qui peut être une sorte de synthèse. Pour répondre peut-être à certaines questions des élèves, la synthèse au niveau du développement est-elle obligatoire? La synthèse, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Parce que beaucoup d'élèves trouvent la difficulté selon laquelle, après avoir établi la synthèse, ils n'auront pas peut-être les bagages nécessaires pour entamer ce qu'on appelle la première partie de la conclusion, qui est le bilan. Donc en sens, la synthèse est facultative et le bilan, qui est la première partie de la conclusion, peut être une sorte de résumé, une sorte de synthèse, qui va être suivi par ce qu'on appelle le point de vue personnel, qui sera terminé par ce qu'on appelle l'ouverture des perspectives. Je pense donc que la dissertation peut être résumée ainsi, du peu de connaissances que j'ai des choses, de par la modestie que j'essaie de promouvoir. C'est ce que je pense de la dissertation et c'est ce que j'essaie de mettre à la disposition des élèves pour essayer de répondre à